Merci Alain. I apologize to speak French, but my English is not enough fluent. Alors, je remercie beaucoup les organisateurs là, de m'avoir proposé d'intervenir. Tom a été pour moi un maître et les années de proximité avec lui, pour moi, ont été une trentaine d'années magiques. Avec des séminaires inouïs, en particulier le samedi matin, ici à l'IHES, des colloques passionnants et des discussions inoubliables. Alors, en ce qui me concerne, un grand souvenir a été l'organisation du colloque de Cerisy, Logos et théorie des catastrophes en 1982. Un certain nombre d'entre vous étaient présents et je me permets de montrer la couverture, Logos et théorie des catastrophes. Je me souviens qu'Alain avait fait une suite d'exposés extraordinaires. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur les applications interdisciplinaires des modèles de René Thom, en phonétique structurale, en syntaxe actentielle, en phénoménologie de la perception visuelle, en architecture fonctionnelle, en neurosciences, et sur les problèmes multiples et délicats de nature philosophique que ces modèles soulevaient. Alors, parmi les nombreux thèmes que j'aurais pu aborder, j'ai sélectionné 3 remarques sur le statut des modèles dynamiques de Thom. 3 courtes remarques, enfin un quart d'heure à peu près par remarque. Alors, une remarque d'histoire des sciences concernant leur relation avec les modèles de réaction-diffusion, une remarque philosophique sur leur lien avec la conceptualité aristotélicienne de l'illémorphisme, et une remarque sur l'implémentation neuronale de certaines structures géométriques qui avaient beaucoup intéressé Thom en perception visuelle. Alors, je commence par la première remarque. Le sous-titre de stabilité structurelle et morphogenèse est explicite, et c'est d'une théorie générale des modèles, et Thom a souvent insisté sur le fait que la théorie des catastrophes est un art des modèles. Ce que nous apportons ici, c'est non pas une théorie scientifique, mais bien une méthode, et nos méthodes conduiront à un art des modèles. Les modèles morphologiques de Thom reposent sur un dédoublement de l'espace, comme vous le savez, qui permet de décrire le phénomène considéré. Il y a un espace externe, appelons-le W, où l'on observe une morphologie définie comme un système de discontinuité qualitative grand K. Et puis, il y a un espace interne, grand M, sur lequel sont définies des dynamiques internes, X indice W, paramétrées par l'espace externe W. Et l'hypothèse de base est que la morphologie externe, grand K, est induite par les bifurcations et les conflits d'attracteurs des dynamiques internes. Hein, c'est la base des modèles de Thom. Alors, dans le cas des dynamiques de gradient F indice W, les déploiements universels de singularité d'applications différenciables deviennent des modèles locaux prototypiques, ce que Thom appelait les modèles statiques. Alors, l'exemple le plus simple, le plus typique est celui des transitions de phase. W est l'espace des contrôles, par exemple température-pression, la variable interne est le volume, la dynamique interne est le potentiel thermodynamique, l'équation d'état est la surface des extrémas du potentiel thermodynamique, et la morphologie grand K est le diagramme de phase dans l'espace de contrôle. Et le point critique au sens physique, hein, pas au sens mathématique, est un cusp donné par l'équation de Van der Waals, ce qui suppose que le potentiel thermodynamique est encore différenciable au voisinage du point critique, ce qui, comme vous le savez, est totalement faux. Enfin, je renvoie à l'article Phase Transitions as Catastrophes du volume 3 des œuvres complètes et au long commentaire que j'ai rédigé avec Marc Chaperon sur les transitions de phase. Alors, on pourrait dire que Thom et Zeeman ont pensé de nombreux phénomènes comme des phénomènes critiques de transition de phase. C'est très net chez Zeeman. Par exemple, pour ces modèles comportementaux en éthologie, l'agression ou la fuite d'un chien menacé, on en a déjà parlé. Mes modèles de phonétique, de catégorisation des phonèmes étaient de ce type. Mais les modèles proprement morphologiques de Thom sont des modèles dont l'espace externe est l'extension spatiale elle-même du substrat matériel sur lequel on observe une morphologie ou un pattern. Et ça, c'est beaucoup plus fort. Thom traite l'extension spatiale du substrat, donc la position spatiale, comme un contrôle
pour les dynamiques internes physiques modélisant la physique, la chimie, la biochimie du substrat. Il s'agit d'une hypothèse très forte, une sorte de codage positionnel des dynamiques internes. Alors, dès ses premiers articles, par exemple Dynamical Theory for Morphogenesis, à Katada en 1967, Thom définit un phénomène naturel dans un domaine U de l'espace-temps par l'opposition entre, ça vous le savez très bien, hein, les points phénoménologiquement réguliers au voisinage desquels le substrat est localement homogène et les points phénoménologiquement singuliers au voisinage desquels le substrat est rendu localement hétérogène par des discontinuités qualitatives. Et au début d'une théorie dynamique de la morphogénèse, il explique le propre de toute forme, de toute morphologie est de s'exprimer par une discontinuité des propriétés du milieu. Alors on a là une définition thomienne du concept de phénomène comme concept primitif, hein, pas un concept dérivé d'autres concepts. C'est vraiment la notion primitive de phénomène. Alors j'aimerais dire que cette notion primitive de phénomène se trouve en fait chez beaucoup d'auteurs. Là, je vais en citer 3. Prenez la phénoménologie de Husserl. Dans la troisième recherche logique, en 1900, Edmund Husserl explique que tout phénomène sensible en général, est un remplissement, Erfüllung, un recouvrement, Überdeckung, de l'extension spatiale par des qualités sensibles, et que la saillance phénoménale, la phénoménale Abhebung, vient d'une segmentation par des frontières séparant des régions fusionnées, il utilise le terme de Verschmelzung, par des discontinuités qualitatives, il utilise le terme de Sonderung. Donc, cette définition husserlienne, c'est presque mot à mot la définition thomienne. Beaucoup de spécialistes de la perception visuelle, prenez Stéphane Grossberg, mais il y en a des centaines d'autres, ont expliqué que la perception de scènes avec des objets passe par des algorithmes neuronaux compliqués de segmentation, on parle de splitting, par la construction de contours discontinus, détachant les objets du fond et définissant des régions homogènes. On parle de merging, rempli par des qualités sensibles, on parle de filling in. C'est mot à mot les mots allemands et les mots français de Thom. Il existe une foule d'algorithmes, il y en a plus d'un millier, pour segmenter un signal bruité sur un domaine W en régions homogènes WI séparées par un système grand K de discontinuité. Mais comme l'a noté Jean-Michel Morel, qui est un grand spécialiste de ces questions, d'une façon ou d'une autre, most segmentation algorithms try to minimize one and the same segmentation energy. Donc on a un a priori, on cherche un WK. Oui, avec les nouveaux courants disons, nationalistes, anti-immigrés, et en plus il y a le choix à l'intérieur de ce bloc-là. Voilà, on a... On continue. Un des algorithmes les plus connus est celui de David Mumford et Yajand Shah, spécialiste de vision computationnelle. Ils partent de l'idée qu'il faut optimiser un processus variationnel for splitting and merging, c'est une citation de Mumford, different parts of the domain W. Il minimise une fonctionnelle énergie qui comprend 3 termes. Le premier terme, qui est l'intégrale du carré du gradient sur les régions WI, mesure la variation et le contrôle, la régularité de U sur les ouverts, que sont les composantes connexes de W-K. Pour que ce soit nul, il faudrait que U soit constante. Un terme qui contrôle la qualité de l'approximation de I par U, c'est l'intégrale du carré de I moins I, il serait nul si U était égal à I. Et ensuite, un terme qui contrôle la parcimonie des bords, parce qu'évidemment, si on se permet beaucoup de bords, on peut faire toutes les approximations qu'on veut. Donc il s'agit de minimiser ça. C'est un problème extrêmement difficile, parce que c'est un problème de bord libre, un free boundary problem, K n'est pas donné. Alors il y a beaucoup de travaux très techniques, je cite Ambrosio, Alexis Bonnet, Guy David, Stephen Sims, enfin il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Mais la convergence avec la définition thomienne est claire, un phénomène sensible qui apparaît est un système de discontinuité qualitative dans une certaine étendue spatiale. Bien. C'est le versant subjectif, mais ça a aussi
La notion de phénomène a un versant objectif. Si l'on s'intéresse non plus à la perception ou aux signaux, ce que je viens de faire, et aux images, le versant subjectif, si l'on pense les phénomènes morphologiques comme objectifs dans une optique réaliste, ce qui est le cas de Thom. Thom était un réaliste acharné. Alors on se heurte à un problème conceptuel et théorique difficile qui a occupé les meilleurs esprits pendant des siècles, peut-être même plus que des siècles. Il faut en effet corréler cette phénoménologie morphologique externe à la physique, chimie, la biologie interne du substrat. Alors revenons aux articles Princeps comme une théorie dynamique de la morphogénèse concernant la biochimie de la différenciation cellulaire. Thom suppose qu'il existe dans le substrat des substances SI de concentration respective CI, que les concentrations CI évoluent selon des dynamiques internes qui sont celles très fortement non linéaires de la cinétique chimique, dCi sur dt égale à un certain XI de tous les autres CJ, et troisièmement, qu'on peut localiser les réactions biochimiques internes relativement à l'extension spatiale du substrat, c'est une hypothèse fondamentale. Et là, je rejoins l'exposé de Sarah. Elle a donné cette équation ce matin. Il suppose donc que les CI sont des fonctions non seulement du temps, les concentrations, mais aussi des positions spatiales. Et il introduit la première équation, l'équation dérivée partielle, dCi sur dt égale un grand xi dCj, plus un terme de diffusion K delta Ci. L'équation de Thom est une équation de réaction-diffusion analogue à celle introduite par Alan Turing dans son article de 52 sur la morphogénèse, The Chemical Basis of Morphogenesis. Alors, la proximité de l'article de Turing de 1952 et celui de Thom de 1966 est très intéressante. Les références aux maîtres de la morphogénèse sont les mêmes. Regardez la bibliographie, c'est fondamentalement Darcy Thompson, Charles Manning Child, Waddington. Le problème traité est analogue. Turing le formule ainsi. It is suggested that a system of chemical substances called morphogenes reacting together and diffusing through a tissue is adequate to account for the main phenomena of morphogenesis. Et l'année d'après, il le précise, it was suggested in Turing that this might be the main means. Alors, je souligne là, by which the chemical information contained in the genes was converted into a geometrical form. Comment la physique interne se convertit en morphologie externe. Se convertit. Bon. On pourrait appeler ça le problème de Turing-Thom. Il est de savoir comment une structuration spatiale externe, une forme, peut émerger des réactions biochimiques internes génétiquement contrôlées. Alors Turing explique lui aussi la formation de patterns par les réactions chimiques internes et la modélise par des équations de réaction de diffusion. Insistons sur le fait qu'il a étudié ces équations avec les calculateurs qu'il avait lui-même créés, hein, qui est quand même pas rien. Et son article est absolument formidable. Hein, parce que c'est des équations non linéaires, il fait la linéarisation au voisinage d'un point stable, il regarde comment la diffusion peut déstabiliser le point stable, enfin bon. Et tout ça avec des calculs. Alors l'équation de base de Turing, c'est d gamma m sur dt égale mu m laplacien de gamma m plus une fonction fm des autres gamma i. Hein. Les gamma sont les concentrations. Si vous comparez à l'équation de Thom, apparemment, c'est la même. Et pourtant, on sait qu'avec les équations de réaction-diffusion, on peut obtenir des patterns d'une complexité et d'une diversité inouïes, des ondes spirales en chimie, des patterns de coquilles, des patterns de la peau, les taches, les rayures chez les animaux, etc. Mais cela est fondamentalement lié aux différences entre les coefficients de diffusion mu-m qui engendrent les patterns. C'est très bien expliqué dans les articles. Les équations de stabilité montrent que la diffusion ne peut impliquer une instabilité que si les coefficients de diffusion sont assez différents les uns des autres. S'ils sont égaux, il n'y a pas de morphogénèse. Or, chez Thom, le K laplacien de CI n'est pas un KI laplacien de CI.
il introduit une sorte de diffusion avec un seul coefficient, et il évince la diffusion, et il la remplace par autre chose, par la stabilité structurelle. Donc la différence entre Turing et Thom est très précise. Chez Turing, la dynamique interne est partout la même, mais les coefficients de diffusion sont différents, et c'est la diffusion spatiale comme processus de transport qui produit les instabilités et les patterns. Chez Thom, il n'y a pas de diffusion, mais l'espace externe paramétrise les dynamiques internes qui varient et peuvent devenir instables. Et la polarisation de l'espace externe guide les déploiements d'instabilité qui produisent les morphologies. C'est un mécanisme très différent. Mais on part des mêmes équations. Et d'autre part, la philosophie et le problème central est le même. Alors Thom visait des phénomènes plus profonds que les patterns. Il parle de temps en temps des patterns. Mais lui, il visait en particulier les mécanismes de l'embryogenèse. Donc ces modèles sont des modèles dynamiques, comme vous le savez, lents rapides, avec des dynamiques internes rapides pour la cinétique chimique, ce qu'on appelle le métabolisme, et des dynamiques externes lentes correspondant à des champs morphogénétiques. Mais Thom est en fait resté assez discret sur ces champs morphogénétiques dans les espaces externes. Il n'a pas dit grand-chose sur la façon dont les dynamiques internes pouvaient être poussées, par exemple, vers un ensemble de catastrophes. Alors il dit, oui, il peut y avoir des polarisations, des strates de catastrophes attractives, d'autres répulsives, mais il reste assez discret. Et à ma connaissance, Thom n'est jamais vraiment revenu aux équations de réaction-diffusion. Alors, pour la publication des œuvres complètes, Marc Chaperon a eu la bonne idée de reprendre la liste des séminaires de Thom, et Stephen Smale est intervenu dans les journées sur la théorie des catastrophes et la morphogenèse en 1972 sur Turing's Equations and Morphogenesis. Alors, je lui ai écrit et je lui ai demandé s'il avait parlé des modèles de Turing avec Thom. Et il m'a répondu qu'il n'a aucun souvenir d'avoir discuté de Turing avec Thom, alors qu'il a fait un séminaire sur Turing devant Thom, ici même. Donc, on peut considérer que Thom ne se pensait pas dans la lignée de Turing. C'est très proche et en même temps c'est très différent. Alors il y a quelques personnes qui se sont intéressées à la comparaison de ces modèles. Enfin, c'est assez difficile à faire. Bien, ça c'était ma première remarque d'histoire des sciences. Ma deuxième remarque est métaphysique. Alors c'est sur Thom et Aristote. Thom aimait à dire que ces modèles relevaient de l'illémorphisme, qui est une immense tradition métaphysique depuis Aristote. Il se considérait comme un mathématicien de l'illémorphisme. Alors au cours des années, après l'esquisse d'une sémiophysique sous-titre « Physique aristotélicienne » et théorie des catastrophes, après l'apologie du logos, le rapport à Aristote est devenu de plus en plus profond et central. Alors, il a beaucoup discuté avec des spécialistes d'Aristote, comme Pierre Robin, un immense spécialiste, Pierre Pellegrin, qui a réédité carrément Aristote, et Bruno Pinchard, avec qui il a beaucoup discuté. Alors, petite bibliographie, vous voyez, dans les esquisses d'une sémiophysique, les derniers chapitres, c'est dynamique aristotélicienne comme sémiophysique, perspective en biologie aristotélicienne, perspective aristotélicienne en théorie du langage. Là, j'ai cité quelques articles. Homéomère et anoméomère, matière et forme, forme et catastrophe, structure et fonction en biologie aristotélicienne, etc. Jusqu'à, en 1999, Aristote, topologue, qui est un de ses derniers articles. Alors, le débat général sur l'illémorphisme est métaphysique. Je n'en parle pas, enfin, il est, comme je l'ai dit, séculaire, sinon millénaire. Mais il a un aspect assez technique quand on le considère comme la question du lien entre géométrie des morphologies, l'aspect morphé, et physique de la matière, l'aspect ilé, après l'apparition des sciences galiléennes newtoniennes. Et je me réfère souvent à un grand maître de ces questions, un des plus grands maîtres de ces questions, qui est Leibniz. Le cas de Leibniz est exemplaire. Il est un des principaux inventeurs de la physique moderne, comme Newton. Et pourtant, selon lui, le triomphe de la mécanique des forces et le panmécanisme associé rendaient incompréhensible
toute dynamique des formes. Et selon lui, celle-ci ne pouvait pas se passer de concepts néo-aristotéliciens comme ceux d'entéléchie ou de forme substantielle. Alors en 2 mots, chez Aristote, il y a un processus fondamental, l'énergeia, qui est le passage de la puissance à l'acte. L'entéléchie, c'est la réalisation, actualisation complète d'une puissance. Entéléché veut dire complet. C'est la réalisation complète. Aristote parle de l'entéléchie d'un corps organisé et soumis aux lois de la nature. La forme substantielle, la quiddité, c'est l'essence d'un objet, son principe d'individuation. En 2 mots. Mais je vais faire quelques citations de Leibniz. Comme il le disait dans la conception mécaniste de l'époque, seule la figure, la grandeur et le mouvement, ça c'est les équations différentielles de la mécanique, sont objectives au sens de phénomènes mathématisés, et mathématisables et mathématisés, des équations différentielles. Et pour le physicalisme, qui était atomiste, enfin à l'époque, les corps du monde sensible, les corps, les choses que l'on voit, ne sont pas des substances composées, mais seulement des agrégats dont l'unité et l'individuation ne sont que mentales et nominales. La physique de l'époque est nominaliste. Ce matin, on a un petit peu parlé, dans l'échange entre Sarah et Daniel, de ces questions-là. Le nominalisme versus le réalisme. C'est un des grands problèmes du Moyen-Âge. Donc, dans cette optique nominaliste, les formes résultent de la perception et du langage qui découpent dans la réalité des unités phénoménales, mais la physique, c'est de l'atomisme, enfin, de la mécanique très compliquée d'atomes. Il n'y a pas de dynamique de forme. Comme dit Leibniz, ce que l'on voit, ce sont des apparences bien fondées. Derrière, il y a certainement quelque chose. Ce n'est pas des hallucinations, mais c'est des apparences. Bref, comme il dit, ce ne sont que des phénomènes, mais dans le sens d'apparences subjectives, qui n'ont pas de contenu ontologique, physique propre. La phénoménalisation externe n'émerge pas de la physique interne, mais est produite par le sujet. Alors ça, en fait, c'est un problème qui, jusqu'à des gens comme Thom, est resté dans toutes les sciences, dans les sciences. La théorisation physique de la nature n'inclut pas la phénoménalisation de la nature comme processus naturel. Elle dit la phénoménalisation, c'est la perception, c'est le langage, etc. Mais ce nominalisme est difficilement tenable parce que les formes sont partout dans la nature et quand même objectives, mais d'une objectivité de quel type? C'est le problème qui a obsédé beaucoup de gens, dont Thom. Peut-on, comme le demandera plus tard Kant dans la critique de la faculté jugée en 1790, envisager un jour un Newton du brin d'herbe? C'est ironique, mais ça dit ce que ça dit. On l'a cherché très longtemps, le Newton du brin d'herbe. Pour Kant, la réponse était négative. Nous sommes incapables de connaître avec nos principes mécaniques simplistes les êtres organisés. L'organisation phénoménale ne va pas avec le mécanisme. Alors, je rappelle que Kant a écrit, sans doute, le plus grand livre sur Newton de son temps, dans les premiers principes métaphysiques de la science de la nature. Il savait vraiment de quoi il parlait. Et il a néanmoins jugé nécessaire d'écrire une troisième critique, la critique de la faculté de juger, pour théoriser l'antinomie de l'organisation, des formes, des morphologies. Entre parenthèses, il disait il y a un autre grand problème qui est en dehors de la mécanique, et on ne voit pas comment la mécanique pourrait en dire quelque chose, ce sont les affinités chimiques. Il n'avait pas tellement tort, vu ce qu'on a entendu ce matin. Or, dans une lettre du 2 février 1706 au révérend père des Bosses, Leibniz explique, c'est une citation fétiche, enfin je rappelle souvent, outre la figure, la grandeur et le mouvement, la mécanique, il faut admettre des formes au moyen desquelles la différence des apparences surgissent dans la matière, puisse émerger de la matière. Forme qu'on ne peut intelligiblement chercher, me semble-t-il, qu'à partir des ontéléchies.
on a besoin encore d'aristotélisme. Donc, si dans une perspective réaliste, on pense que les corps sont des substances composées, pas des agrégats dominos, des substances composées réelles, qui possèdent un répondant ontologique per se, alors il faut comprendre comment la matière peut s'organiser morphologiquement. Il faut résoudre le problème mériologique des parties et refaire droit à une sorte d'illémorphisme. Alors pour ceux que ce sujet intéresse, je signale qu'un des meilleurs spécialistes de Leibniz, André Robinet, a publié un énorme ouvrage, Architectonique disjonctive, où il explique à peu près la dizaine d'allers-retours de Leibniz entre aristotélisme et fin de l'aristotélisme. Panmécanisme ou mécanisme plus aristotélisme. Il a changé à peu près une dizaine de fois. Bon. Ce qui prouve que quand même, le problème est un vrai problème. En 1965, par exemple, dans le système nouveau de la nature, il introduit le concept spéculatif, enfin, de forces primitives internes qui sont différentes des forces mécaniques externes qu'il appelle dérivées. On doit introduire un autre type de force, les forces internes. En 1996, il a inventé en partie la monadologie pour reprendre le problème. Et en 1712, à partir de 1712, avec le révérend père Debos, il introduit un autre concept spéculatif, mais enfin, qui conceptuellement est riche, le vinculum substantiale, c'est-à-dire le lien substantiel dans un tout organisé. Le vinculum substantiel. C'est toujours le même problème. Et Robinet résume ainsi le problème insurmontable que se posait Leibniz. Comment des corps matériels peuvent se manifester phénoménalement comme système de discontinuité observé dans la matière étendue. C'est le résumé que donne Robinet du problème de Leibniz. Alors j'ai pas mal travaillé là-dessus, mais vous voyez bien que ce problème, c'est le problème de Thom. Enfin, alors Leibniz pointe ce que l'on appellerait aujourd'hui un explanatory gap. Il y en a d'autres dans l'histoire plus récente, par exemple celui entre microphysique atomiste et thermodynamique. Pendant longtemps, on a cherché comment on pouvait mettre les deux ensemble. Alors il y a Boltzmann et Gibbs, mais je crois que le problème est encore ouvert et qu'ici même, on fait des travaux très profonds sur Boltzmann. Il y a celui des affinités chimiques, il a fallu attendre quand même très longtemps. Et aujourd'hui, il y a un autre explanatory gap très connu, qui est au cœur des sciences cognitives, c'est celui entre neurosciences et conscience, considéré par tous les spécialistes comme un hard problem. Eh bien, les morphologies, l'émergence des morphologies dans la matière est un hard problem. Alors, pour l'illémorphisme à la Leibniz, l'obstruction conceptuelle a trait à l'espace. La partie ilétique, matérielle physique, peut être décrite comme un processus mécanique dans son espace de variables propres, et la partie morphique est un système de discontinuité qualitative dans l'extension spatiale du substrat. Mais les deux espaces ne peuvent pas être les mêmes. Il faut dédoubler l'espace entre la partie physique objective interne et la partie morphologique phénoménale externe. Et surtout, c'est ça le problème de base, les corréler entre eux, et avec un principe de raison suffisante approprié. Quel principe de raison? Alors Turing a eu l'idée géniale de dire on fait de la diffusion spatiale qui entraîne la cinétique chimique. Non. Thom introduit quelque chose de beaucoup plus profond. Un principe de raison, c'est le principe de stabilité structurelle. C'est l'idée que on déploie dans l'espace externe du substrat les instabilités des dynamiques internes, chimiques et biochimiques. On déploie dans l'espace externe des instabilités internes. Donc, tout joue sur cette notion de déploiement. L'idée thomienne de déploiement des instabilités des dynamiques internes modélise le processus dynamique de passage de la puissance à l'acte. Je crois que Thom est devenu aristotélicien parce qu'à un certain moment, il a eu vraiment une espèce de conviction
les singularités sont des formes en puissance, ça on en a déjà parlé. Hein. Ça concentre localement des formes globales. Donc, c'est des formes en puissance, vraiment. Hein. Et il y a un processus dynamique de passage de la puissance à l'acte à partir d'un principe de raison, de stabilité structurelle. Et j'insiste sur le fait que chez Thom, le principe stabilité structurelle est un principe de raison aussi fondamental que le principe de causalité, mais différent de celui du principe de causalité. Et son conflit avec la physique est tout souvent lié à ça. Et là, tu parles de la stabilité structurelle du déploiement. Oui, enfin, la stabilisation. Le passage à l'acte, c'est la stabilisation. Donc on peut dire que la puissance est la singularité instable comme centre organisateur, pour reprendre son terme qu'il avait pris aux embryologistes, et l'acte est le déploiement, WK, comme système de discontinuité, et on pourrait dire, quand le déploiement est universel, eh ben, l'actualisation est complète. Enfin, c'est pas de la stabilisation partielle, c'est de la stabilisation complète. Et cette stabilisation est morphogène dans un espace de déploiement propre qu'on identifie à l'étendue du substrat, ce qui permet de comprendre le dédoublement entre espace interne physique et espace externe morphologique. Si vous me permettez l'expression, on pourrait dire que le déploiement est l'antéléchie de la singularité et que c'est essentiellement ça l'aristotélisme de Thom. Il a associé un concept mathématique fondamental, un concept métaphysique fondamental. Dans sa version vitaliste, que Thom soutenait parfois, la conception illémorphiste a progressivement disparu en biologie, mais le nœud du problème, l'explanatory gap, est resté, à savoir celui de l'information positionnelle, c'est-à-dire du rapport dans l'embryogenèse entre position et programme morphogénétique de développement. Alors, je ne suis pas biologiste, mais j'ai l'impression, enfin, quand j'ai lu des choses là-dessus, en particulier les trucs de Prochian, donc les travaux de Édouard Lévy 170 sur les homéogènes qui fournissent un codage positionnel de la différenciation cellulaire et, comme dit Prochian, articulent position spatiale et différenciation cellulaire. J'ai l'impression que c'est autour de ces notions-là qu'il y aurait peut-être une sortie de l'aporie biologique de Thom, le conflit entre biologie moléculaire et embryogenèse. Voilà. Ça va, je suis dans les temps? Oui, tu as un quart d'heure. Hein? Tu as un bon quart d'heure. Voilà. Alors, c'est mon troisième quart d'heure. Et donc, ça va être très différent. C'est sur la perception. Thom s'est intéressé à la perception. Un certain nombre de spécialistes de la perception, en particulier Jan Kundering, ont énormément utilisé les travaux de Thom. Et je me suis intéressé beaucoup à l'implémentation neuronale de certains phénomènes de perception. Alors, j'aimerais prendre un exemple de la façon dont on peut peut-être préciser des idées de Thom sur la perception. Alors, j'ai choisi l'exemple du cut locus d'une forme bidimensionnelle, le contour régulier gamma d'un objet A. Le cut locus est aussi appelé l'axe de symétrie généralisée, medial axis, ou squelette du contour. Voilà une image. Le contour, c'est la courbe en bleu. Le cut locus, c'est les segments en rouge. Le cut locus, c'est le lieu singulier d'un processus de propagation à la Huygens. Donc là, maintenant, on a changé de registre, on est dans la perception, des formes perçues. Alors, René Thom appréciait beaucoup la façon dont le grand spécialiste de la perception Harry Bloom avait fait du cut locus une information essentielle pour la préhension de l'objet. Je cite le Biological Shape and Visual Science de 1973. Alors, Bloom part du fait de base que les contours des objets sont perceptivement actifs et se propagent suivant une propagation de front d'onde dans son milieu. On parlait de Grassfire model. Alors, le cut locus, c'est la partie Maxwell, enfin, du lieu singulier.
Alors, dans son article « Perception et préhension » dans l'apologie du logos, Thom explicite sa découverte de Harry Bloom au début des années 70 et comment il en discuta avec la psychologue Liliane Lursa. Il reprend la définition du squelette locus, du squelette. Dès que l'objet A est globalement perçu, c'est très important, ça, globalement perçu. Au niveau rétinien, c'est pixelisé, c'est pas du tout global, mais au niveau cortical, ça devient global. Quand l'objet est globalement perçu, tout se passe comme si chaque point de gamma du bord se mettait à émettre des ondes circulaires vers l'intérieur de gamma. Alors, en dehors de K, un point petit a, interne au contour, a une seule normale à gamma de longueur minimale. K est le lieu des points à partir desquels deux normales à gamma de longueur minimale sont en compétition, c'est donc un ensemble de Maxwell. Et sur K, la distance d'un point de K à gamma est bien définie et à des points critiques. Et, citation de Thom, le codage de la forme A est réalisé par la donnée du cut locus, de ses singularités, et de la fonction des deux A et de ses points singuliers. Donc on a un codage critique en quelque sorte de la forme. C'est une grande idée de Thom, ça. Les singularités codent les formes régulières. Alors ce codage est très important parce qu'il est sensorimoteur, selon Harry Bloom, et participe au couplage de la perception visuelle et de la motricité qui partagent le même espace. C'est pas du tout évident que l'espace des mouvements de la main soit le même que l'espace visuel. Donc c'est le même espace, l'apprentissage conduisant, comme dit Thom, à une identification de l'espace tactilo-kinesthésique de la main avec l'espace visuel. Alors, de façon plus précise, le cut locus d'un contour gamma est un ensemble de Maxwell, et Thom l'explique en détail dans son article de 72 sur le cut locus d'une variété plongée, avec des beaux commentaires de Marc Chaperon. Alors, il remercie Harry Bloom, dont la théorie, je cite, sur la reconnaissance visuelle des formes a stimulé mon intérêt pour le cut locus. Et c'est vrai, Marc, tu as dû faire le même constat. Avant cet article, Thom n'a pratiquement pas parlé des cut loci. Il parlait beaucoup de caustique, mais on a l'impression que c'est vraiment le contact avec Harry Bloom qui a déclenché un peu son intérêt pour ça. Alors, il généralise la situation des contours comme plongement du cercle dans le plan, et il regarde la fonction distance, enfin le carré de la distance, et il l'écrit sous la forme D indice A de C. C est un point du contour, et il traite le point comme une variable interne, et un point à l'intérieur du contour, petit a, il le traite comme un contrôle externe. Et à ce moment-là, le point de vue catastrophiste rejoint la géométrie. Quand C est un point critique, on s'intéresse au minima de D indice A, A est sur la normale au contour au point C. Quand A est tel que D indice A a un minimum dégénéré en C, le point petit a est au centre de courbure de gamma en C, c'est-à-dire est sur les volutes, et le point A est sur K, si D indice A a deux minima absolus en compétition. C'est donc bien un ensemble de Maxwell de la fonction distance. Alors, la squelettisation est un puissant outil méréologique, car il fournit un moyen naturel de décomposer hiérarchiquement une forme globale en parties. Et vous voyez pourquoi? C'est que vous obtenez un graphe. Donc, vous avez des segments avec des points terminaux et des points triples. Donc la décomposition du cut locus est automatique, objective. Et ça vous donne une décomposition de la forme. Canonique. C'est une sorte de système de coordonnées intrinsèque, lié à la forme, au contour. Alors l'une des principales critiques adressées à l'usage du cut locus pour l'analyse méréologique des formes est qu'il est très sensible au bruit. Vous rajoutez un petit détail sur le bord, hop, vous avez une branche de cut locus supplémentaire qui apparaît. Alors, on a des tas de techniques pour régulariser un peu les formes, faire du pruning des branches parasites, enfin, il y a une foule d'algorithmes.
Parmi les algorithmes les plus intéressants, ce sont les algorithmes multi-échelles qui utilisent les algorithmes dits de curve shortening, de flow by curvature ou de heat flow on isometric immersions. Là, je cite quelques noms: Michael Gage, Richard Hamilton, Matthew Grayson, Stan O'Shea, James Etienne, Lawrence Evans, Roger Prock. Bon. En géométrie générale, enfin multidimensionnelle, c'est des problèmes très compliqués. En dimension 2, c'est très banal. Mais enfin, il y a un théorème de Grayson, valable en dimension 2, mais pas en dimension 3, qui disent que ces algorithmes convexifient la forme et que celle-ci converge métriquement vers un cercle dont le cut locus est un point. Donc, quand vous faites cette espèce de diffusion de la courbure le long du contour, hein, petit à petit, le cut locus disparaît et les branches disparaissent dans un certain ordre. Hein. Et donc, cette espèce de devenir, enfin de contraction sur un point du cut locus, vous dit beaucoup sur la forme du contour. Bien. Alors, quittons un peu la géométrie. Enfin, essayons de prolonger la géométrie. Dans son article « Perception et préhension », Thom regrette que, je cite, « les psychologues professionnels semblent tenir cette théorie d'Harry Bloom en médiocre estime ». Mais ce qui était vrai en 1972 n'était plus du tout vrai 10 ans après. Alors pourquoi? À cause d'une profonde transformation de la psychologie traditionnelle sous l'impulsion cognitive, et ensuite des développements rapides des algorithmes de vision artificielle. On s'est mis à beaucoup travailler sur ces questions. Alors pourquoi je dis 10 ans après? Parce que ça fait 1982, et un signe de ce tournant a été la publication en 1982, hélas à titre posthume, parce qu'il est mort d'une leucémie, de l'ouvrage Vision de David Marr, qui est un des fondateurs de la théorie computationnelle de la vision. Et dans Vision de David Marr, les travaux pionniers de Harry Bloom et le cut locus jouent un rôle fondamental. Et donc on peut dire que depuis cette date, de nombreux géomètres et spécialistes de la vision, David Mumford entre autres, Ian Kundering, Steve Zucker, James Damon, enfin ont fait de même et ils se sont intéressés à cette géométrie. Et donc, comme l'affirme Benjamin Kimia, qui est un des grands spécialistes de la question, the medial axis became a central concept in mathematical morphology. Donc on est vraiment à l'opposé de ce que disait Thom. Les spécialistes de la perception ne s'y intéressent pas. Là, ça devient un central concept. Alors, ceci dit, et je vais terminer là-dessus, il est essentiel de savoir si le cut locus, qui est cytomien, a une réalité neurophysiologique et de savoir si sa construction est une conséquence possible de l'architecture fonctionnelle des aires visuelles. Alors, ce n'est pas du tout évident, hein, puisque, premièrement, c'est une structure globale et en plus virtuelle, qui n'est pas dans la donnée sensorielle. Elle n'est pas présente dans le stimulus sensoriel. Et elle est globale. Donc, le representational gap entre une image pixelisée sur la rétine et quelque chose de cet ordre de global, de virtuel, qui n'est pas dans les données sensorielles, est immense. C'est encore donc un problème d'explanatory gap. Mais il semble que le medial axis soit effectivement neurophysiologiquement réel, et des expériences permettent de le montrer. Et une des premières confirmations a été donnée en 1998 par Tai-Sing Lee, dans un travail effectué avec David Mumford. Vous savez que David Mumford s'est intéressé beaucoup à la perception visuelle. Donc je cite l'article « The role of primary visual cortex in higher level vision ». Alors, pour expliquer cette expérience, j'ai besoin de rappeler qu'en première approximation, les neurones dits simples enfin, de V1, qui est la première aire primaire du cortex visuel, détecte localement une position rétinienne avec une orientation de bord ou de contraste en cette position. Alors, dans les figures suivantes, on considère comment des neurones simples de V1, dont l'orientation préférentielle, l'orientation qu'ils détectent, est verticale, répondent à des textures formées de petits segments verticaux ou horizontaux, avec un conflit d'orientation. Donc voilà un stimulus de l'expérience de Lee Mumford.
Vous voyez très bien apparaître des bords. D'accord? Alors, c'est des bons stimulus pour cette expérience, je n'explique pas pourquoi, mais enfin, bon, c'est des bons stimulus. Et voilà les réponses. Alors, vous avez bougé le stimulus par rapport aux neurones qui détectent en un certain petit segment vertical. Alors, vous voyez que quand on est sur la gauche, il ne répond pas. On traverse le bord, il répond. Il continue à répondre, et puis quand il arrive à l'autre bord, il ne répond plus. Donc, il suit le stimulus. Ça, c'est la réponse précoce de V1. 40-100 millisecondes. Quand vous regardez ce qui se passe après, 200 millisecondes jusqu'à 300 millisecondes, bah, vous voyez que c'est quand même très surprenant. En fait, il se met à répondre surtout au bord, il ne répond plus aux zones homogènes. Vous voyez qu'il répond beaucoup moins à l'intérieur de la bande. Et puis, vous voyez apparaître le cut locus, enfin, au milieu. Alors, quelques précisions sur cette expérience et j'ai fini. Il s'agit d'enregistrements de quelques centaines de neurones de V1 chez des singes macaques rhésus éveillés. Pour chaque neurone, on connaît son champ récepteur, sa position, sa taille et l'orientation préférentielle qu'il détecte. Ici, c'est vertical. Le firing rate des trains de spikes, vous savez que les neurones répondent avec des trains de potentiel d'action. Le firing rate mesure l'intensité de la réponse. Les stimuli sont du type suivant. Vous avez un point de fixation, vous avez le neurone et vous avez un stimulus qui bouge. D'accord ? Le protocole est un peu compliqué, je laisse tomber. On prend des textures parce que c'est mieux. Et le traitement, ce qui est important, c'est que le traitement de l'image rétinienne par les aires visuelles primaires n'est pas feed-forward purement. Il y a des feedbacks sur V1, des traitements post-V1, dans les aires postérieures, V2, V3, etc. D'accord ? Il y a un feedback. Mais la précision, la finesse de ces feedbacks dépend de V1, parce que c'est V1 qui, lui, a vraiment le grain le plus fin. C'est ce qu'on appelle la Mumford-Lee hypothesis. V1 is a unique high-resolution buffer available to cortex for calculations. Donc, j'ai fini. Il y a un retour, un feedback des aires post-V1 sur V1, et c'est ça qui donne cette dynamique très spéciale. Au départ, 40-100 millisecondes, le neurone répond tant que son champ récepteur est dans la région verticale du stimulus, donc il répond localement aux régions homogènes. Ensuite, après 100 millisecondes, il répond au bord global de la région, c'est-à-dire au changement brutal d'orientation. Il répond globalement à des discontinuités, c'est vraiment du top. Puis vers 200 millisecondes, il répond à la fois au bord et au cut locus global. Voilà. C'est une très jolie expérience. Il y a donc deux processus dynamiques qui se reflètent par feedback dans V1, celui de segmentation, de construction de contours globaux, des discontinuités qualitatives intégrant des détections locales, et celui de propagation des contours conduisant au lieu singulier qu'est le medial axis. Signals sharpen spatially over time as the boundaries and spread spatially over time from the boundaries. Alors, il y a d'autres exemples. Et en conclusion, the medial axis or the skeleton transform are fundamental to structural and grammatical analysis of the shape of visual objects. La compréhension de sa réalité corticale mobilise beaucoup de neurosciences difficiles. Enfin, je me suis beaucoup intéressé. C'est vraiment très passionnant. Enfin, bref, la géométrie cytomienne du cut locus est neuralement implémentée. Et je vous remercie. Merci. Questions, commentaires? Oui, Daniel. Je continue en français. Oui, en anglais, ça, ce que tu veux. Pour la dernière partie là. En fait, qu'est-ce qui montre aussi qu'on utilise le cut locus, par exemple pour l'appréhension. J'ai vu le titre de Tom, c'était perception-préhension.
Et parce que dans ce cas, il faut conformer donc la main pour attraper l'objet. Est-ce que le code locus n'est pas beaucoup plus utilisé loin? Ça fait référence à, par exemple, Léonard de Vinci, qui est un des seuls à avoir parlé de ça, et qui énonce clairement qu'on représente, on voit les choses selon quelque chose qui se décrit très bien par le code locus, dans les termes qu'il dit, mais quand elle s'éloigne beaucoup. C'est-à-dire que c'est plutôt pour la vision lointaine que pour la vision justement dans l'espace de prévention. Enfin, Harry Bloom, lui, avait fait un certain nombre d'expériences, et Liliane Mursa aussi, sur la préhension des objets. Enfin, il était arrivé à la conclusion que l'appréhension est quand même plutôt commandée par le squelette de l'objet que par la véritable forme de l'objet. Hein, c'est essentiellement ça. Dans l'espace de préhension, qui est le même que la table de dos, c'est essentiellement 3D. Ce qui a été montré, c'est que, par exemple, Jean Roux, c'est que dès qu'on commence à bouger la main, et même le bras, parce qu'on ne bouge pas le bras de la même façon, suivant la forme la main prend déjà la forme du volume. Oui, absolument. Et donc ça, reconstruire le volume à partir de quelque chose qui est défini comme 2D, là, ça me paraît très difficile. Tu as absolument raison. Tu as absolument raison. Et d'ailleurs, quelque part dans son texte, Tom pose une question qui est une question très difficile. Si on prend maintenant des contours apparents d'objets 3D, comme contour gamma, prenons des contours apparents, puis on fait tourner l'objet. Chaque contour apparent a un cut locus. Et il dit, problème géométrique, comment, dans la grassmannienne, enfin des projections, hein, comment le cut locus suit les contours apparents. Et je ne sais pas si ce problème a été traité, mais en tout cas, il est très intéressant. Mais tu as raison, absolument raison. D'autres interventions? Si on a le temps. Non, vas-y, Marc. Vas-y, Marc, on n'a pas le temps, mais vas-y. Deux remarques. La première, c'est que dans l'article sur le cut locus, Tom dit qu'une correspondance avec Alan Weinstein a joué un rôle très important pour qu'il s'en occupe. La deuxième, c'est que dans un article qui n'est malheureusement pas dans les œuvres complètes mathématiques, parce qu'il n'est pas tout à fait mathématique et il a fallu faire des choix dans les autres, Tom s'est associé à un hommage rendu à Tapiès, Anthony Tapiès, à la Bibliothèque nationale, et il parlait du schématisme effrayant de la peinture de Tapiès, et justement, il disait que Tapiès réduisait les formes à leur cut locus, c'est ça. Voilà, donc c'est... Mais d'ailleurs, bon, j'ai enlevé quelques slides pour rester dans les temps, et j'avais une slide sur le fait que dans l'hommage que vous avez organisé, hein, toi, Marc, quand Tom raconte son histoire mathématique et pose des problèmes, hein, une partie des problèmes concerne le cut locus. Enfin, il revient, je crois que c'était en 88, non c'est ça. Il revient là-dessus, absolument. Et c'est là qu'il parle de Weinstein. Il voulait démontrer la conjecture de Poincaré avec le cut locus en petite dimension. De toute façon, les transparences seront sur le site, je suppose, donc on pourra les consulter. Bon, merci encore. Il y avait Sarah. Sarah, pardon. Juste une courte, merci. Juste une courte remarque sur Tom Turing. En fait, j'avais regardé dans les actes de Towards a Theoretical Biology de Waddington si quelqu'un parlait du modèle de Turing, parce que Tom participait à ces symposia, et j'ai vu qu'en fait, il y avait à l'époque Louis Volpert, c'est du French Flag, mais lui il parlait de morphogène, mais c'est un autre concept, c'est le même terme, mais un autre concept, parce que c'est défini par un gradient chimique et non pas par ce jeu relationnel entre deux morphogènes. Et j'ai comme l'impression que pendant ces années-là, ça a pris vraiment le devant de la scène, sa notion de morphogène, et Turing était tout à fait oublié. Pour compléter là.
Merci, donc merci encore, Georges. Merci à vous.